Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire qui a pour thème le Shadow IT. Alors, petit rappel avant de commencer, vous avez la possibilité de nous poser des questions pendant ce webinaire au travers du chat que vous trouverez dans l'outil en bas à droite qui s'est affiché au moment du lancement du webinaire. On prendra 5 minutes à la fin de cette présentation pour tenter de répondre à vos questions. Alors pour parler de Shadow IT, nous sommes aujourd'hui avec Damien Sora qui est VP Sales France chez MTI. Damien, bonjour. Bonjour Thomas. Peut-être que l'on peut commencer par une présentation de MTI. Oui, on peut démarrer, c'est traditionnel. MTI France est présent en France depuis 1988, compte près de 50 collaborateurs, a une surface européenne, a d'abord une croissance dynamique sur les 5 dernières années avec plus de 70% de croissance, une bonne répartition de nos clients sur principalement 5 secteurs clés: la banque, l'assurance, le service, l'industrie, la distribution et l'administration. Il est à noter qu'à peu près un tiers de nos clients viennent de nouveaux horizons, et c'est important pour nous dans le cadre de notre croissance. Un point important aussi, c'est qu'on a une tendance à se concentrer sur nos métiers, c'est-à-dire 50% de nos commandes viennent de la gestion de la donnée à travers des consolidations, des mises en place de DRP, PRA, de l'optimisation des données, de la sauvegarde. 25% viennent d'offres spécialisées pour le monde data center, comme les serveurs en LAN, les serveurs en rack, les cœurs de réseau, les solutions Wi-Fi. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, que ces commandes viennent globalement en fait de projets globaux où on mixe les technologies, les serveurs de données, les serveurs de stockage, la mise en production de PRA. C'est important parce que ça met en valeur la valeur ajoutée de MTI. Enfin, on a 12% de nos commandes qui viennent d'un secteur qui n'est pas très connu de MTI, qui est l'optimisation des réseaux WAN, et il reste 8% sur diverses offres complémentaires. Si on fait un point sur notre chiffre d'affaires qui s'établissait à 22 millions d'euros, on a à peu près 25 à 30% sur des offres services. Ok, donc on est sur une société qui est dynamique, en pleine innovation. Je sais qu'on travaille sur différents sujets de nouvelles pratiques comme le cloud, la partie DevOps, le big data, qui sont des sujets qui ne sont pas si éloignés que ça, au final, que la thématique d'aujourd'hui, le Shadow IT. Et alors, pour débuter cette présentation sur le Shadow IT, peut-être que l'on peut commencer par repréciser ce que l'on entend par Shadow IT. Oui, tout à fait. On va démarrer par un constat. Shadow IT, on s'est posé la question, on a déjà l'année dernière, de faire un webinaire autour de cette problématique, parce qu'on a constaté chez nos clients ou dans le cadre de consultation ce phénomène de plus en plus important, où nos clients développaient une informatique qui leur échappait et ne savaient pas quoi faire, et ne savaient pas aussi peut-être proposer une alternative. Alors, au niveau de la définition du Shadow IT, on ne va pas être très original. On va reprendre ce que dit Wikipédia. Un Shadow IT est un terme fréquemment utilisé pour désigner des systèmes d'information et de communication réalisés et mis en œuvre au sein d'organisations sans approbation de la direction des systèmes d'information. Plus généralement, en fait, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui se développe en parallèle. Alors, pourquoi on a ce phénomène-là? D'abord, il s'explique par des partisans qui sont fortement moteurs, qui mettent en avant l'importante source d'innovation de ces solutions, et aussi la capacité à monter rapidement des prototypes et répondre et réagir rapidement. Par contre, les détracteurs mettent en avant que ce Shadow IT se développe indépendamment des organisations en place, au mépris des bonnes pratiques en vigueur, surtout en matière de sécurité et de fiabilité. Alors c'est vrai qu'au final, on voit bien par ce premier slide que le Shadow IT, même s'il a généralement une connotation assez négative,
au final, il est quand même source d'innovation. C'est-à-dire que les atouts qu'il apporte permettent à certaines personnes dans la société de pouvoir davantage innover, avoir davantage de souplesse. Mais alors, d'où est-ce que cela vient en fait, ce Shadow IT? Tout à fait, Thomas. En fait, c'est une bonne question parce qu'en fait, c'est un phénomène qui est l'émergence des infrastructures dans le nuage et des pratiques utilisateurs qui ont changé, on va dire, dans les 5 dernières années avec l'apparition de nouveaux médias comme les smartphones et des laptops ultra portables, les tablettes. Et il est fort de constater que ces nouveaux usages et nouvelles attentes fabriquent de nouvelles informatiques. C'est un phénomène croissant qui n'est pas contrôlé et qui, au niveau des utilisateurs, souhaitent avoir des outils et des usages identiques à ceux qu'ils utilisent au quotidien. Ils se fondent aussi beaucoup sur des offres en mode service et à facturation simple. C'est en fait un modèle B2C qui prédomine. Ce phénomène est à comparer, selon moi, à l'adoption, il y a quelques années, de la virtualisation massive des serveurs, où on a constaté du jour au lendemain qu'on partait d'une solution dans les environnements études qui se développait dans le monde de la production. À ce propos, on pourrait se poser aussi une question, est-ce qu'aujourd'hui, dans les DSI, c'est l'utilisateur qui décide des investissements ou est-ce que toujours la DSI reste moteur dans le monde des investissements? Le département informatique, dans un contexte de croissance rapide et de nouvelles pratiques, ne maîtrise plus les nouveaux outils de développement et c'est un ressenti utilisateur. La facilité d'usage, l'offre à foison via le cloud, les clouds apparents de développement, ainsi que la rapidité d'exécution poussent les divisions des entreprises à s'affranchir de la DSI et d'introduire le Shadow IT. Ce phénomène s'explique d'autant plus que les utilisateurs sont bien mieux formés aux outils informatiques. Il est clair que sans réponse de la DSI, les centres de décision sont amenés à se déplacer. Et donc, deux questions se posent. Quelles pratiques vont basculer dans le monde du Shadow IT? Et quel est le risque associé à cela? Tout à fait, parce qu'on parle des pratiques et des bienfaits, mais aussi quel risque qui pourrait être généré. D'accord. Alors on va voir qu'est-ce qui pousse au Shadow IT. On est parti d'une source IDC où en fait c'est une étude sur les budgets informatiques gérés au sein d'une compagnie moyenne. Tout d'abord, il est fort à constater que 61% des projets financés le sont par les métiers et que seulement 39% sont financés par l'IT. Et si on regarde un peu dans plus le détail, ce qui est important, c'est que dans les métiers, on voit l'émergence du Shadow IT à hauteur de plus de 17%, et ce en 2014. On a fait un récent sondage, on vous donnera quelques éléments plus tard. C'est un chiffre non négligeable. À comparer dans les projets financés par l'IT, la ligne à propos des projets financés et gouvernés par l'IT seul. Et ça, c'est un point assez remarquable, c'est qu'on retrouve que 19% des projets financés par l'IT le sont pour leurs propres besoins et gérés totalement en autonomie. Si on fait une comparaison, on peut dire rapidement que le Shadow IT pèse autant que les projets financés et gouvernés par l'IT. C'est ça. Il y a deux points que je trouve vraiment surprenants, moi, dans le résultat de cette étude. C'est un, il y a autant de Shadow IT que de projets financés gérés directement par l'IT. Et ensuite, dans les projets du Shadow IT, enfin les budgets associés au Shadow IT, ça représente tout de même un tiers du budget que les métiers affectent à leurs projets. C'est quand même colossal. Et alors, d'où est-ce que cela vient? Enfin, comment est-ce qu'on explique ce phénomène? C'est plutôt facile à déterminer quand on fait une étude et on l'a classifié en 9 points. Alors, on va essayer de le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, comme vous voyez sur notre slide. D'abord, c'est un paradigme économique, c'est-à-dire que en fait, des nouvelles pratiques imposent de nouvelles façons de travailler. C'est une capacité de mise en place extrêmement rapide. C'est un modèle scale-out, scale-up, c'est-à-dire qu'on est capable de grossir et d'étendre à la fois horizontalement et longitudinalement. Donc verticalement. C'est un modèle qui est vraiment très très souple. De plus, il est disponible à la demande. On n'a pas besoin de se réunir et de prévoir une infrastructure. On peut l'avoir de façon extrêmement rapide. De plus,
les applications qu'on pourrait en tirer sont essentiellement drivées par les utilisateurs. C'est-à-dire que on n'a pas le réflexe de se retourner vers la DSI pour faire une demande de nouvelles applications, mais en fait, c'est l'application qu'on souhaiterait mettre en place, qu'on écrit dans son coin, qu'on pourrait mettre en utilisation rapidement grâce à ce modèle-là. Et alors typiquement là-dessus, je pense qu'on est plusieurs à utiliser ce type de logiciel, des logiciels de prise de notes dans le cloud comme des Evernote par exemple, hein, qui ne sont pas du tout contrôlés par l'IT et qui font sortir un certain nombre d'informations qui devraient rester à l'intérieur de la société, mais qui partent de manière totalement non contrôlée. On verra plus tard quelles sont les divisions éligibles au Shadow IT, mais en fait, c'est quasiment, on constate que c'est quasiment toutes les applications métiers qui pourraient être utilisées et rapidement refondues avec une nouvelle approche. Effectivement, Evernote, personnellement, dans la société MTI, c'est un problème qu'on a rencontré, c'est qu'aujourd'hui, on avait un canevas prévu dans le contexte de la société qui n'était pas très souple, plutôt rigide, pas très amical quant à la façon de prendre les notes. Et rapidement, on a constaté que suivant les personnes, il y avait une tendance à Evernote, de temps en temps à OneNote, de temps en temps à autre chose, que sais-je. Mais il y a aussi un phénomène de mode. Alors j'ai appelé ça tendance, et c'est vrai que les trends dans l'informatique, c'est un phénomène qu'on ne peut pas négliger. C'est-à-dire que quand tout le monde va dans un sens, tout le monde essaye d'aller dans le même sens. Et pour être compétitif, il est important d'être dans cette mouvance. C'est aussi une réponse aux besoins individuels d'une division par rapport à une stratégie groupe. C'est aussi un coût qui est extrêmement divisable, monétisable et personnalisable, qui fait que on se penche sur ce type de solution. Et enfin, c'est la facilité de paiement, parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, on peut très bien monter un Shadow IT avec sa carte bleue. Donc ça, c'est extrêmement problématique, et je pense que ça peut nous amener à poser d'autres questions quant aux risques qu'on pourrait rencontrer. Tout à fait. Ce que j'allais dire, en fait, c'est qu'on voit bien tous les intérêts, au final, que peuvent représenter les outils utilisés en mode Shadow IT. On voit bien que ça apporte de la souplesse, ça permet de répondre à des enjeux de mobilité de données notamment. Mais au final, est-ce qu'on évalue bien tous ces risques dans une société avant de prendre ce type d'outils? Alors, encore une fois, on s'est appuyé sur une étude IDC de 2014 pour un peu classifier en fait les principaux risques liés au Shadow IT. Alors, il n'y a rien de très original. La première des choses, c'est l'augmentation des risques de fuite de données, c'est-à-dire que les collaborateurs mettent dans le nuage ou dans une informatique dans le nuage des informations extrêmement stratégiques. Le deuxième point qu'il ressort de façon importante, c'est la silotisation de l'informatique, c'est-à-dire avant on n'était plus dans une stratégie de consolidation et de globalisation, là on développe sa propre informatique pour un propre besoin, et ce rapidement. Troisième point qu'on peut mettre en avant, c'est la redondance des investissements IT. Je m'explique. Quand on est dans le contexte du Shadow IT, on est tout à fait capable, pour des raisons propres à son besoin, de développer sa propre IT, alors que la DSI pourrait avoir déjà une informatique prête à l'emploi et quasiment identique. Donc c'est la redondance des investissements, c'est-à-dire qu'on ne prend pas précaution de savoir si on a déjà la capacité ou les outils déjà prêts à l'emploi. Et en plus, chacun potentiellement, chaque division métier peut potentiellement mener des réflexions très similaires, très proches en termes d'outils et d'usage, chacune de leur côté, et faire des choix qui soient totalement différents et ne pas mutualiser l'ensemble de ces efforts, ce qui ne participe pas à la rationalisation des coûts. Tout à fait. Partant d'un constat que ça doit être rapide, simple et peu coûteux, en fait, on peut arriver à une situation paradoxale où en fait ça peut coûter plus pour développer la même chose. Et en dehors de tout contexte de contrôle, et ça m'amène à mon point d'audit, c'est-à-dire quand on parle d'audit
déjà quant à l'organisation de la DSI, audit quant à l'organisation des métiers, et indépendamment au contrôle des informations qui sont sorties et où on n'a pas de traçabilité. Donc ça, c'est un point important. Et puis, ça complique les négociations au sein des entreprises parce que quand vous avez déjà investi, même si c'est dans le Shadow IT, un montant, ben, comment le justifier pour le développer de façon générale pour une organisation au niveau de la DSI? Et alors, si on veut commencer à rechercher où se situent ces potentiels projets en mode Shadow IT dans la société, quelles sont les divisions vers lesquelles on va prioritairement peut-être s'orienter? Juste avant, Bah, juste avant, moi, ce que j'aimerais, c'est rajouter quelques points complémentaires, parce qu'on a parlé des risques, on est parti d'une étude IDC, mais il est important aussi que quand on met une Shadow IT, on viole la plupart du temps les respects des conformités légales dans les différents pays. Et là, je vous invite simplement à regarder quand vous souscrivez un abonnement à du stockage en ligne, regardez les conditions générales de vente et vous vous rendez compte que, vous ne maîtrisez plus la propriété intellectuelle de vos informations, vous n'avez aucune garantie de la localisation des données et vous n'avez aucune garantie quant à au service rendu quant à votre donnée. Deuxième point, on a vu que ça avait un impact sur la redondance des investissements, mais ça a aussi un impact sur la gestion des organisations et c'est très chronophage en temps et donc ça peut aussi doubler les coûts investis. Ensuite, on a beaucoup de coûts cachés et ça, on l'a un peu dévoilé dans le précédent slide, mais on a beaucoup de coûts cachés qui, pour arriver à mettre une informatique qui soit plus de l'ombre, il faudrait ajouter beaucoup de logiciels complémentaires pour éviter tout risque quant à l'utilisation. Et enfin, dernier point, comme c'est l'homme qui contrôle les données qui sont montées dans le nuage, ben, on n'est pas à l'abri d'une perte de données due à un risque humain, conflit, malveillance, simple erreur de manipulation, etc. etc. On est dépendant des outils à disposition dans le soft qu'on a choisi pour la sauvegarde de ces données, ce qui généralement n'est absolument pas le cas. Et donc maintenant, tout à fait, Thomas, on devrait plutôt se poser la question de savoir quelle division serait éligible au Shadow IT. Alors, quand on a réfléchi, on s'est posé la question et rapidement on s'est dit, ben, pratiquement tout le monde, c'est pratiquement un inventaire à la Prévert, car toutes les divisions d'une compagnie, d'une société peuvent basculer dans Shadow IT. Nous concernant, par exemple, chez MTI, le risque vient principalement des divisions commerciales, liées par exemple à la relation client, liées à la prise d'information de nos clients, toute la partie marketing digital, toute la partie développement. Nous constatons un développement fort de ces solutions parce que aujourd'hui, peut-être, il y a des offres plus pertinentes dans le monde du nuage que dans les mondes de la DSI classique. Et donc, maintenant qu'on a vu que toutes les divisions seraient peut-être éligibles au Shadow IT, on peut se poser la question comment combattre ce Shadow IT et est-ce que déjà les sociétés ont mis des choses en place quant à cette façon de traiter le Shadow IT. Alors, on est parti d'une source IDC 2014 et on vous donnera aussi un point de vue que nous avons mené la semaine dernière auprès de nos clients sur une base de 2500 contacts. On vous donnera un peu le pendant aussi de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, ce qu'on constate, c'est que 53% des DSI divisent pour mieux régner, c'est-à-dire qu'ils essayent de développer des projets plus petits, plus agiles, plus rapidement déployables pour satisfaire la demande de leurs clients, utilisateurs. 50% font ami-ami pour essayer de contrôler le phénomène, c'est-à-dire qu'au lieu de rentrer en confrontation avec les métiers, plutôt de leur dire on peut collaborer pour monter des offres. Et enfin, 38% interdisent tout simplement l'accès au cloud. Et ça, peut-être que c'est pas la bonne méthode à prendre. D'ailleurs, nous avons constaté dans notre étude Shadow IT de la semaine précédente que d'abord, premièrement, on avait 80% des personnes interrogées qui étaient confrontées à ce phénomène. 80%, alors là, on parle peut-être de nombre inférieur. 80% des personnes interrogées sont confrontées, donc ont conscience vraiment du problème. Absolument. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'on peut avoir une vue assez claire des services utilisés. Ça va des données dans le cloud, des logiciels dans le cloud, des serveurs dans le cloud, des machines virtuelles. Et en termes de proportion, ce qu'on a noté, c'est que
64% des répondants ont dit qu'ils utilisaient des données dans le cloud, 68% utilisaient des logiciels dans le cloud, 28% des serveurs dans le cloud et 68% utilisaient des machines virtuelles dans le cloud. Alors, je ne vais pas faire la pub de certains, mais il est fort de constater qu'on a énormément de données qui transitent dans le monde du Shadow IT et ça nous amène aussi à nous poser peut-être d'autres questions comment on pourrait se réapproprier ce Shadow IT. Alors, avant d'aller plus loin, je vous donnerai une autre étude statistique qui nous a un peu interloqués. C'est qu'on s'est posé la question à quel niveau cette pratique met-elle à risque l'organisation de la DSI et de la société. Alors, on peut analyser de deux façons la réponse. C'est qu'on a à peu près plus de 70% des personnes interrogées qui considéraient que ça présentait un risque modéré, assez élevé, voire très élevé. Mais si on met la barre du curseur jusqu'à assez modéré, on a quasiment, ça s'inverse, on a quasiment 60% de nos répondants qui ont dit ça présente un risque plutôt faible et 36%. À rapprocher de ce qu'on a vu tout à l'heure, où on avait vu 38% bloquent l'usage du cloud. Et j'apporterai une information complémentaire. Si on pose une question, mettez-vous des actions en place pour limiter le Shadow IT, on a quasiment 52% des répondants qui disent oui, et on bloque les accès, et 48%, on ne fait rien. Donc, dans ce contexte, comment on pourrait se l'approprier le Shadow IT ? Je pense que c'est une question de méthode, hein. Il faut reprendre le contrôle. Il faut reprendre le contrôle de la DSI, il faut reprendre le contrôle des applications utilisées, être force de proposition face à une direction générale et aux directions de métier pour ne pas les laisser libres de leur choix et laisser ce trou béant comme une opportunité pour développer ce Shadow IT. Il faut valoriser la DSI en étendant les catalogues de services, par exemple en créant un équivalent d'un App Store interne pour pouvoir justement proposer du Shadow IT à la demande, sous couvert et approbation de la DSI. Et enfin, moi je pense qu'il faut valoriser les hommes à la fois de la DSI et des gens du métier pour pouvoir coopérer avec, entre guillemets, les décidants, pour pouvoir monter une infrastructure, non plus qui soit Shadow IT, mais qui ait les caractéristiques du Shadow IT, flexibilité, rapidité, facilité d'usage, etc., mais sous le contrôle de la DSI. Et je rajouterais juste par rapport à ces points-là, c'est qu'il est important aussi de pouvoir suivre régulièrement les évolutions logicielles dans le domaine, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle beaucoup par exemple, de prise de notes avec un Evernote, hein, c'est un exemple qu'on a pris. On parle aussi beaucoup avec nos clients de solutions de file sync and share qui peuvent être totalement externalisées ou bien en partie ou en totalité rester en interne. Demain, ce sera de nouveaux usages et de nouveaux types de solutions. Et il est important que les DSI suivent de près toutes les évolutions d'usage de leurs utilisateurs pour ne pas de nouveau reperdre le contrôle et bien faire évoluer leur catalogue de services en fonction des nouveaux usages qui peuvent apparaître dans le monde de tous les jours, j'ai envie de dire. Moi, j'ajouterais à ce que tu as dit, Thomas, c'est qu'en fait, et on le constate déjà, c'est que depuis quelques années, la DSI est en train de se transformer, et effectivement, ils ont conscience de ce phénomène-là, et je pense qu'ils ont la démarche à prendre est de remettre la DSI au centre de tout, en faisant bien comprendre nos différentes directions, qu'on peut collaborer avec elle, qu'elle peut proposer un schéma de transformation se fondant sur les nouvelles pratiques, et on constate déjà chez nos clients cette approche-là, et en mettant en avant de l'agilité, du garantie de déploiement, de la facilité de mise en œuvre, tout en respectant les best practices, les méthodologies, la conformité légale. On parle beaucoup de méthodes agiles, on parle beaucoup de développement rapide. Je pense que ce n'est pas un sujet qui n'est pas très éloigné du Shadow IT, c'est peut-être une émanation de cette informatique en nuage qui a imposé une réflexion globale. En tout cas, la DSI fait partie de l'entreprise et sa volonté, c'est de rendre disponibles, sûrs et fiables les informations du Shadow IT telles qu'ils étaient dans une informatique traditionnelle. Et bien entendu,
le positionnement de la DSI, c'est de proposer un modèle extensible, à la fois, comme on a vu dans comment expliquer le phénomène, scale out, scale up. Et donc là, on peut être dans un contexte complètement nouveau. Et important, comme elle a vu la pratique du Shadow IT se développer, elle doit tirer parti de ses expériences pour enrichir son catalogue de services. Et si elle veut pas survivre, mais si elle veut être une force de proposition plus importante dans une organisation globale, c'est de fusionner la totalité des développements afin de répondre au mieux des nouveaux enjeux de l'entreprise. Donc, on a de nouveaux enjeux, on a une nouvelle gouvernance à mettre en place pour répondre à ces problèmes. Juste pour clore cette discussion, MTI sur ces sujets, comment MTI propose d'accompagner ses clients pour répondre à des problèmes de Shadow IT? Avant de te répondre, Thomas, moi je dirais simplement 10 de conclusion, que les sociétés doivent fusionner en fait l'IT métier, l'IT et l'IT métier afin qu'elles s'imbriquent pour plus d'efficacité. Je pense qu'il faut aussi tenir compte des évolutions des nouveaux contextes. En particulier, on a évoqué les méthodes agiles et les développements se fondant sur DevOps ou sur développement en mode objet. Donc je pense qu'il faut refondre et non plus scinder, mais fusionner et arriver à une organisation globale et unique, tout en se réappropriant les compétences précédentes, mais aussi en bâtissant de nouveaux modèles. Je ferai simplement un petit aparté avant d'aller plus loin. Dans une organisation existante de la DSI, on a vu émerger le Chief Data Digital Officer, qui était une position qui n'existait pas, on va dire, il y a 3 ans, et qui est aujourd'hui une position au niveau de l'informatique en général, des organisations de DSI, directement, la plupart du temps, rattachée aux directions générales, indépendante d'une DSI, alors que naturellement, ce poste devrait être sous la gouvernance de la DSI. Et comment on pourrait répondre donc MTI à cette problématique? MTI, depuis 3 ans, essaye de se transformer en intégrant des offres qui tiennent compte de ce phénomène de l'informatique dans le nuage. Donc, nous avons intégré à nos offres des offres d'hyperconvergence. Nous avons bâti des offres en mode appliance, prêt à l'emploi rapide, facilement scale-up et très simple en termes de modélisation financière. On a rajouté des ressources as a service. On est capable de proposer, telles que Evernote ou d'autres, des solutions permettant aux clients d'avoir une extension dans le nuage, mais tout en garantissant les données, la propriété intellectuelle, la localisation des informations et une réversibilité. Et enfin, nous espérons continuer à contribuer dans un mode conseil auprès de nos clients, comment les aider dans une nouvelle gouvernance où on devrait avoir toujours à traiter l'informatique traditionnelle telle qu'on le faisait il y a 2, 3, 4, 5 ans, mais avec des nouvelles approches, mais aussi en bâtissant une informatique plus agile, plus rapide de déploiement, tenant compte de l'environnement extérieur et des nouvelles contraintes métiers. Donc, la capacité d'accompagner ses clients dans l'analyse des enjeux de l'existant qu'il faut continuer à faire vivre, la capacité à proposer de nouvelles solutions plus innovantes qui répondent aux problématiques d'agilité et d'évolutivité dont les DSI ont besoin pour combattre ce Shadow IT, des solutions également qui peuvent s'intégrer dans des organisations de DevOps où l'équipe de développement va avoir davantage la main sur la programmation des infrastructures à la demande, et également de pouvoir intégrer du conseil au fil de l'eau, au fil du temps, durant toute la vie de sa plateforme, pendant toute la période d'exploitation et de maintien en conditions opérationnelles. Merci Damien pour cette présentation.
Merci Thomas. Petit rappel pour les prochains webinars. En mai, on parlera de DevOps. En juin, on parlera Big Data, toujours autour des infrastructures, et je pense qu'on pourra du coup apporter des réponses de solutions qui vous permettront, je pense, de combattre le Shadow IT. Juste le temps de regarder. Pas de questions pour le moment sur le chat, n'hésitez pas, je laisse encore ouvert pendant quelques secondes. Pour terminer, vous pouvez nous suivre sur soit notre site internet bien sûr, mais on est aussi très présent et on communique très fréquemment sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Twitter. Et ce webinaire a été enregistré, vous pourrez le retrouver d'ici 24 à 48 heures sur notre chaîne YouTube. Merci Thomas. Merci Damien. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation et bonne fin de journée.